Donc, ça va pas être très sexy, hein, désolé, ça va être super process. On va essayer de vous tenir éveillé après ce repas. Une courte présentation de l'entreprise. Nous sommes donc manufacturiers de véhicules industriels, d'engins de chantier, de moteurs marins et de bus. Voici pas exactement l'entièreté des marques, mais une bonne partie des marques qu'on a dans le groupe, principalement véhicules industriels. Nous sommes environ 100 000 dans le groupe et 10 000 côté recherche et développement. Suivant cette répartition dans le monde, j'ai la responsabilité des roadmaps concernant 4 XR Labs à travers le monde, donc aux US, en Suède, à Lyon et à Bangalore en Inde. Voilà pour la petite introduction de l'entreprise, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Voici le postulat de départ de cette présentation. Et je pense que vous allez être beaucoup à vous retrouver dans ce postulat. Tant que nos résultats de simulation vont dans le sens du projet, tout va bien. Okay, personne ne vient vous voir, c'est cool, on gagne de l'argent, tout est OK. Quand les résultats de vos simulations commencent à aller dans un sens opposé l'intérêt du projet, et ben on va venir vous voir, bien entendu. Et nous, oui, pardon. Il est tombé, mon Dieu. Désolé. Petit souci technique. Donc tout va bien et tout va mal quand les résultats de vos simulations vont à l'encontre du projet. Quoi faire dans cette situation? Tout simplement, eh bien, ça fait maintenant 25 ans qu'on essaye à répondre à cette question. Et une des réponses qu'on a à proposer au projet, eh bien, c'est un processus de vérification des nouveaux outils ou d'outils de la XR, bien entendu, existants, qu'on a appelé Virtual Trust. Voilà, très pompeusement, bien entendu. Et puis, voilà, on va essayer de vous développer ce processus en préambule de ce processus, la chose à remettre en exergue, c'est que dans un bureau d'études, eh ben, on étudie. Notre boulot, c'est de délivrer des simulations au projet, à hauteur de 80% minimum. Et puis, pour tout ce qui est recherche, corrélation, advanced engineering, on a la possibilité d'avoir 20% de notre temps dédié à ces tâches, qui peut monter jusqu'à 40% quand les projets nous le permettent. Donc ce virtual trust, il est fondé sur 3 piliers. Une première phase de corrélation physico-virtuelle, une deuxième phase de description des méthodes et une troisième phase de méthodologie. En gros, cette troisième phase va être la phase où on va définir les valeurs qu'on va sortir avec nos outils de XR. Donc le premier pilier, la corrélation physico-virtuelle, ça fait très longtemps qu'on fait ce genre de travaux. On en a plein. Donc on a aujourd'hui, on a défini un des protocoles qui est adressé à la plateforme de réalité virtuelle et à l'ergonomie du véhicule à l'intérieur des véhicules. Voilà, François avec moi, c'est lui qui a développé ce protocole, donc c'est lui qui va l'exprimer. Merci. Hop, je te prends la zapette? Oui. Merci beaucoup. En introduction de la présentation sur la corrélation physique virtuelle, j'aimerais juste rappeler une notion qui va être importante pour la suite, c'est la notion de colocalisation. La colocalisation en réalité virtuelle, c'est le fait d'avoir une cohérence de positionnement entre les éléments physiques, ceux qu'on a dans les mains, et ceux qu'on va voir dans la scène de réalité virtuelle, soit qu'on a en main, soit qu'on va chercher à toucher.
Et ça va être très important pour ce cas d'usage-là qui est lié à l'ergonomie des postes de conduite. Et en introduction, on va aller directement à la conclusion. On va vous présenter une petite vidéo qui montre le résultat du travail de calibration, colocalisation et corrélation qu'on a fait sur le poste de conduite. Donc, vous pouvez voir en ce moment même, au centre de l'écran, c'est notre banc d'essai pour la plateforme de réalité virtuelle. Donc c'est là où on retrouve le poste de conduite avec le volant, le siège, que l'utilisateur replace à sa position de conduite. Et à droite, c'est la scène de réalité virtuelle. Donc c'est à l'intérieur de camion, c'est le cockpit pour être plus précis. Et on va, lors de cette démonstration, vous présenter le travail de corrélation qui a été fait sur la position de conduite, sur les atteintes à la conduite et la visibilité sur les commandes dans le cockpit. On a réussi à corréler l'évaluation en VR à environ 5 mm par rapport à une définition nominale du camion. Alors 5 mm, pourquoi? C'est parce que ces 5 mm, lorsqu'on a un vrai camion, un camion qui a été produit, c'est des pièces mécaniques qui sont toutes imparfaites, plus ou moins grandes du tolerancement des pièces. Et donc entre le siège et le volant, d'un camion à l'autre, on pourra avoir une dispersion d'environ 5 mm. Et donc ce que vous voyez en slide de fin ici, la position de l'occupant du poste de conduite lorsqu'il va chercher à atteindre ici l'écran secondaire, sa position sur le banc d'essai physique et dans la scène en réalité virtuelle est précise à environ 5 mm. Donc, alors, pourquoi est-ce que c'est important aussi d'être aussi précis que ça? Dans le monde du poids lourd, un conducteur poids lourd, c'est une personne qui travaille 8 heures par jour, 80% du temps dans une position qui est quasi statique, position assise, avec des actions répétées. Et donc le moindre centimètre de confort, d'atteinte ou de visibilité sur son environnement qu'on lui fait gagner, c'est une prestation en plus pour lui. Et comment est-ce qu'on va sécuriser que la scène qu'on reproduit en réalité virtuelle est fidèle à ce qu'on aura à la fin sur un vrai véhicule? Et bien, c'est l'objet de la présentation, on va la présenter en 2 étapes. Et juste pour repréciser un petit peu l'environnement du conducteur, on a différentes morphologies de conducteurs, on a des petits, des grands, différentes corpulences. C'est pour ça que nos postes de conduite, ils s'adaptent à toutes les morphologies. On peut régler le siège en profondeur selon différents angles, ainsi que la colonne de direction. Et c'est ce qui rend compliqué la colocalisation des éléments dans la scène en VR. Donc premièrement, ce qu'on a cherché à faire, c'est à corréler la position de conduite. S'assurer que la position sur le banc d'essai, dans la scène en VR et dans le futur camion, ce sera la même. Donc pour faire ceci, on a pris le vrai siège du camion, qu'on aura placé à la même distance par rapport au pédalier, et la colonne de direction avec le volant par rapport à la même distance au siège et par rapport au pédalier. Les plages de réglage, on les connaît, et on sécurise que la position que l'occupant va prendre sera la même que dans le futur produit. Ensuite, le deuxième élément, ça va être la calibration de la scène et la colocalisation. Ce que vous voyez dans la fenêtre bleue en bas, en vert, ce sera la scène en réalité virtuelle, et en jaune, par exemple, ça pourrait être les éléments physiques qu'on a dans la main. Si on ne réalise pas correctement la calibration de la scène, on se rend compte que la personne qui fait l'évaluation avec le volant dans les mains pourra avoir un décalage par rapport à sa scène en VR, et donc ça fausserait l'évaluation de l'ergonomie. Et donc pour sécuriser la calibration et la colocalisation de la scène, on a assuré sur la plateforme de réalité virtuelle une petite plateforme qui nous permet de poser un casque avec un point de reset caméra dessus. Donc c'est le point de départ lorsqu'on évalue la scène. On pose le casque sur cet endroit-ci. Et lorsqu'on débute l'évaluation, toute la scène va être bien placée par rapport à l'occupant. Et pour assurer ensuite la colocalisation du volant, on a dessus un petit tracker, un valve tracker, qui permet de suivre en direct la position du volant en fonction de sa position de réglage via le système de réglage de colonne de direction. La localisation des mains chez nous est faite via le hand-tracking de chez Varjo, qui nous permet d'avoir une position relativement précise, suffisante pour notre cas d'usage à nous. Et en démonstration à la fin, donc on voit le casque ici qui décolle de la plateforme de réalité virtuelle, le même petit banc qu'on a sur notre plateforme de VR. Vous allez voir en vert, c'est les positions nominales extrêmes de la plage de réglage du volant, donc position maxi haute, maxi basse. Et le volant que vous voyez en noir, c'est le volant en VR qui est colocalisé grâce au tracker Vive et qui rejoint à quelques millimètres près la position qu'on doit avoir au nominal.
Et donc c'est ce qui a été validé avec l'ergonome pour les évaluations d'ergonomie des postes de conduite. Voilà. Le deuxième volet qui avait été présenté par Frédéric, qui va être important, c'est la description des méthodes dans les process. Donc pour l'illustrer, on a choisi encore une fois de partir par l'exemple. On en avait plusieurs sur le slide, on va en détailler un. C'est un autre cas d'usage de la réalité virtuelle et plus précisément du rendu physico-réaliste chez nous, qui sert à la qualité perçue. En qualité perçue, il y a un critère qui va être important pour l'aspect esthétique du véhicule, c'est l'ajustement entre les différents panneaux de carrosserie, intérieur ou extérieur. Vous avez sûrement une cuisine chez vous avec des portes de placard, dès qu'elles sont mal réglées et mal alignées, on a l'impression que c'est mal monté. Donc pour donner un aspect qualitatif au produit, il faut que tous les panneaux soient bien alignés. Il est important de définir les cibles de l'alignement de ces panneaux très tôt dans le projet parce que ça va définir la façon dont on les fixe après à l'usine et la façon dont on les assemble. Et donc pour définir ces cibles de jeu et affleurement entre les pièces, on utilise une maquette de rendu, on fait du rendu physico-réaliste dans laquelle on va pouvoir piloter la position de chaque pièce et évaluer si le jeu est acceptable ou non. Donc c'est un processus chez nous qui a aussi été corrélé. Pour ce faire, on a pris des camions sortis d'usine, on a fait évaluer par les démériteurs usines, les personnes de la qualité, les défauts, est-ce qu'ils sont acceptables ou non, sinon à quel coefficient. Et on a reproduit ensuite ces mêmes défauts sur un modèle virtuel, sans indiquer aux mêmes personnes de démérite usine si le défaut était acceptable ou pas, et on a matché sur tous les résultats. Une fois que ceci a été fait, qu'on a réussi à corréler notre outil, c'est important de le décrire dans nos systèmes pour qu'il prenne place dans le processus projet. Savoir quand est-ce qu'on l'utilise, à quel moment, avec qui et dans quelle phase projet. Donc c'est un outil qui chez nous est un des plus anciens outils d'évaluation en rendu physico-réaliste. On l'utilise depuis 2009. Il est présent dans nos systèmes chez Renault ou Volvo, dans nos process, inscrit dans nos process usines. On est audité là-dessus, lors des audits 9001, depuis 2009. Donc c'est cette phase de description qui va vous permettre d'entériner votre activité dans l'activité de l'entreprise. Je te passe le micro. Super, merci François. Troisième pilier de ce Virtual Trust, la méthodologie et comment produire de la valeur avec vos outils d'XR. Reprenons, beaucoup de personnes connaissent dans la salle, je vois quelques-uns qui ricanent, des règles simples qui ont été écrites il y a fort longtemps. Burdyak a fait 93 sur la règle des 3 I, immersion, interaction, imagination. À votre avis, sur les 3 I, quel est le I qui va vous générer de la valeur? L'interaction. Perdu. L'imagination. Pourquoi? Parce que nous pensons que seule l'imagination est bien entendu centrée sur l'humain. Et c'est l'humain, et c'est par la connaissance détaillée du cas d'usage qui va faire que vous allez produire de la valeur avec votre outil. Okay? En gros, nous, industriels, ce n'est pas qu'on se fiche de la techno, loin de là, mais c'est un support à. Okay? Ce n'est pas un but en soi. On va utiliser les technologies qui sont sur le marché en général, puisqu'on n'est pas voué à développer nos propres technologies, mais utiliser ces technologies pour produire de la valeur. Et pour produire de la valeur, eh ben, il faut réfléchir un peu. Et bien nous, on réfléchit depuis un petit moment à décroître le nombre de nos maquettes physiques, bien entendu, et à speeder les loops de développement dans nos bureaux d'études. Okay? Toute une autre liste, bien entendu, de valeurs peuvent être citées. La dernière est plutôt sympathique. Attract Young Talents, c'est quelque chose de très important chez LRH, chez nous. Et j'ai vu plein d'étudiants aujourd'hui, de l'ENSAM, de plein d'écoles différentes qui prouvent aujourd'hui sur des salons comme ceci que l'intérêt est là chez nos jeunes. Et c'est important pour nous, parce qu'on a besoin d'être challengé très régulièrement dans nos métiers, et la jeunesse nous le fait en général.
Voilà, premier item, connaître en détail les cas d'usage, le métier sur lequel vous allez utiliser vos outils de XR. Deuxième slide, je cite un collègue, David Naon, n'est-ce pas, qui en 2015 nous a pondu un truc qui s'appelait le MADISC chart. Et je pense que c'est toujours un chart qui peut être intéressant à développer. Donc David nous proposait MADISK, donc M pour multipurpose. Quand vous investissez dans votre boîte un outil de XR, posez-vous les questions de si vous êtes tout seul, par exemple. C'est bien de pouvoir, si vous n'êtes pas tout seul, de pouvoir communaliser les investissements, le crowdfunding, des trucs comme ça, à la mode, qui peuvent parfois être intéressants à gratter. Affordable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas vocation à développer nos propres outils de simulation, bien entendu, et que acheter des produits de brand consumers, c'est des choses qui sont très faciles et qui peuvent générer de la valeur très rapidement. Déployable, pas besoin d'être un geek pour faire tourner tout ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Nous avons des clients dans nos bureaux d'études, nous sommes experts. Le client, quand il vient chez nous, c'est-à-dire l'ergonome par exemple, eh bien, on ne va pas lui demander d'être un expert en V1. Okay, donc essayez d'avoir ça en tête quand vous déployez vos outils de XR, quelque chose de déployable. Immersif, bien entendu, là je ne vous fais pas le blabla. Social, intéressant, sustainability, quels sont les facteurs humains qui peuvent être rencontrés, des choses très très simples comme waouh, j'ai mon N+5 qui vient aujourd'hui, est-ce qu'il va accepter de porter mon casque? Okay, c'est des choses très très simples des fois qui posent tout de suite des soucis. Parce que si votre N+5, elle a un chignon sur la tête, des lunettes et elle est très bien apprêtée, ça peut être un frein à l'utilisation d'outils. Okay, donc l'aspect social peut être aussi quelque chose d'impactant sur vos développements XR. Et puis Killer Purpose, le dernier. Donc là, fait attrait à si j'enlève mon outil de XR, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je mets en péril la boîte? Est-ce qu'on ne peut plus faire de rien du tout? J'ai mis tous mes yeux dans les mêmes paniers. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, j'aime bien ce petit MADISC chart qui pose de très bonnes questions, de bon sens souvent, mais qui je pense, a un sens dans l'implémentation d'outils de XR. En conclusion, grâce à ces trois piliers, okay, corrélation, la méthode de description, ça c'est très important parce que c'est, comme l'a dit François, intégré dans nos managements de la qualité, dans nos outils de management de la qualité. Donc c'est potentiellement auditable. Donc c'est très important d'écrire des choses, des processus dans vos boîtes pour pouvoir déployer vos outils de XR. Et donc en conclusion, on arrive à, c'est pas très rigolo, mais une petite matrice comme ça où sur la gauche on a tous nos cas d'usage. Donc là on n'en voit que 5, mais on en a une vingtaine, une bonne vingtaine. Avec quel soft, avec quel device, à quel moment dans le développement de produits arrive l'utilisation de cet outil, avec quelle méthode, pour qui et sur quel projet. Okay, donc on arrive un peu à une matrice comme ça de conclusion de notre virtual trust process là, qui va très simplement et pouvoir aiguiller une personne vers une certaine techno ou comment on fait et avec quoi et voilà, très simplement, sans refaire la roue à chaque fois et en essayant de speeder une fois de plus tous ces processus de développement. Voilà, wow, 21 minutes, on est super fort. Donc tout ce travail autour des processus, on pense que écrire les processus, les implémenter dans l'entreprise, eh bien tout simplement sert le déploiement de la XR dans un monde industriel. Voilà.
Merci.